Eh bien, bonsoir à tous, soyez les bienvenus donc aujourd'hui à la maison de la photo pour cette soirée des défis 2013. Alors, ce soir, il sera question bien sûr de rencontres. Vous allez rencontrer les héros qui vous ont fait vibrer et qui vous feront encore certainement vibrer dans les mois, dans les années à venir. Alors, je vous propose de les accueillir pour qu'ils puissent nous parler justement de leur passion, pour qu'on puisse un peu repartir de l'origine du projet. Alors, je vous remercie d'accueillir sur scène Guylain Bilodel, président du groupe Delcroix. Bonsoir Guylain. Alors, je vous propose d'accueillir les trois Lascars. Je me permets de vous appeler comme ça les trois Lascars parce que ces petits gars, moi je les regardais tout à l'heure, je me dis, bon ok, c'est des jeunes mecs qui ont 30 ans, bon ils ont l'air cool, ils ont l'air incroyables comme ça, enfin même pas forcément incroyables, et quand on voit un peu leur parcours, on se dit bon, chapeau. Alors je vous propose d'accueillir tout de suite ces héros pleins d'humilité. Merci d'accueillir Arthur Léopold Léger, skipper du bateau. Bonjour Arthur. Je t'en prie, tu peux t'installer Arthur. Arthur qui nous vient spécialement de La Rochelle aujourd'hui. Merci d'accueillir Guénolé Gaïné, skipper du bateau Guénolé. Bonsoir Manuel. Merci d'accueillir également Corentin de Châtel-Perron. Bonsoir Corentin. Vous avez vu dernièrement sur les écrans des différentes chaînes nationales et internationales. Alors messieurs, soyez les bienvenus. Alors donc voilà, tout le monde, vous avez pu discuter un petit peu avec le public, avec les personnes qui vous suivent depuis le début. Alors justement, Guylain, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la genèse de ce projet fou? Et tout à fait. Alors, merci à tous d'être ici pour venir partager cette soirée finale des défis 2013. Alors la genèse, comme je l'ai dit dans le film, c'est vrai que je suis un passionné de mer et de voile. Et puis j'ai une petite musique qui a grandi en moi il y a 2 ans, 3 ans, 10 ans. Un jour, tu feras un projet de sponsoring voile. Et puis d'un coup, ça m'a pris. Et j'avais envie de quelque chose de nouveau, d'un souffle pour la société. Il fallait qu'on bouge, il faut qu'on évolue en permanence. Et on a besoin d'une sorte de catalyseur. Donc voilà ce qui a motivé l'idée des défis, faire connaître la course au large aux équipes et aux clients pour initier un peu le mouvement. Et pour revenir au cœur du métier, du groupe Delcroix, évidemment, il y a beaucoup de similitudes entre votre métier et l'univers marin, l'univers maritime. Oui, en fait, d'abord, un bateau, c'est un moyen de transport. Et puis en plus, je trouve qu'effectivement, dans la façon dont se déroule ce sport, il y a beaucoup de similitudes avec le transport et la logistique. Ne serait-ce que en course, il faut performer dans la durée, il faut s'adapter en permanence. Dans la logistique, c'est pareil, la demande bouge tout le temps, les clients bougent leurs commandes tout le temps, il faut revoir les dispositifs en permanence, et puis livrer en temps et en heure. Il y a une belle valeur dans la course au large en France que je trouve importante et qui fait son succès, qui explique une partie de son succès, qui est la transmission du savoir entre les gens qui ont l'expérience et les plus jeunes. Il y a tout un tas de choses très positives qui permettent aux jeunes de démarrer dans la course au large et qui fait qu'on est de loin les meilleurs du monde dans cette, en solitaire au moins, dans cette discipline. Et je trouve que c'est une belle valeur dans nos sociétés de transmettre aussi le savoir et aux plus jeunes, aux nouveaux arrivants. Et ça consolide et ça pérennise une société de faire comme ça. Alors ça nous intéresse aussi de savoir justement comment tu as rencontré ces 3 jeunes hommes. Écoutez, au début j'ai rencontré Arthur, qui m'a été présenté par Pierre, qui est dans la salle d'ailleurs, un copain. Et Arthur, avec sa fougue, sa ténacité, très bon communicant, c'est Arthur, c'est très bien vendu. J'ai eu envie de faire quelque chose avec lui. Et puis, assez peu de temps après, j'ai rencontré Guénolé, 2 mois après. Guénolé qui avait déjà gagné une transat en 2011. Quelqu'un d'intérieur, on sent très décidé, focalisé. Et puis voilà, je me suis dit, on va faire un truc avec les deux, en fait, tant bien, on a 2 sociétés, donc on
Donc, soyons fous. Et effectivement, et on verra aussi comment Corentin a été présenté. Eh ben, Corentin a été présenté par Guénolé quelques mois après. En fait, ce qui me plaisait aussi dans le projet qui proposait Arthur et Guénolé, c'était le volet humanitaire qui donnait encore plus de sens au projet. Et puis Corentin était à l'époque lié à l'association Whatever. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je vous remercie d'ailleurs d'être là ce soir. On verra que c'est quelqu'un d'assez étonnant. Moi je suis vraiment admiratif en tout cas de ces trois personnages tout simples, mais vraiment qui nous font bouger. Très bien, merci Guilain, on a justement de les connaître un peu mieux. Alors je propose, je vais donner la parole tout de suite à Arthur. Arthur, donc on va revenir un petit peu sur l'origine justement du projet. Alors pour vous, évidemment, votre moyen de transport, à vous trois, c'est essentiellement le bateau. Donc on va peut-être revenir sur l'origine du bateau. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de le fabriquer et comment ça s'est passé? On t'écoute. Alors bonsoir à tous déjà, parce que j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Moi, depuis, comme Guénolé, on a grandi au bord de la mer et on a pas mal rêvé de courses larges, courses en solitaire. Et moi, j'avais pas beaucoup de sous et un jour, je me suis dit, c'est pas parce que j'ai pas beaucoup de sous qu'il faut pas y aller. J'avais pas les moyens d'acheter un bateau ni d'en louer un, donc avec 2000 euros, je me suis dit, on se lance. Donc en parallèle de mes études, j'ai acheté des plans, j'ai passé des heures et des heures à poncer, à coller et à bricoler comme je pouvais. Et puis au bout de 5 ans, en parallèle de mes études et de mon premier job, j'ai réussi à finir le bateau grâce à l'aide de plus de 100 mécènes surtout, qui m'ont aidé à financer, parce que la motivation c'est bien, mais ça fait pas tout. Et voilà, au bout de 5 ans, le bateau était à peu près fini. Donc avec une belle détermination. D'accord, donc c'est important déjà de mémoriser en se disant j'ai envie de le faire et je le réalise. Ok, donc ton projet effectivement sur l'eau, donc c'est un projet d'entrepreneur, donc on découvrira un petit peu justement un peu plus tard comment s'est passée la course, comment tu as appréhendé justement le départ de course. Alors, Guénolé, est-ce que tu peux nous expliquer justement, toi qui es ingénieur de formation, tu t'es dit un jour, allez super, j'ai envie de me lancer à l'eau. Désolé, après je la fais plus celle-là. Donc, quelle était ta motivation de te dire, je me fais un défi incroyable? Alors moi, comme Arthur, je suis passionné de voile et de sport nautique depuis tout jeune, parce que j'ai habité à la Trinité-sur-Mer au sud de la Bretagne. Et j'ai toujours un petit peu hésité entre la voie d'ingénieur et puis la voie plutôt de skipper. Donc finalement, j'ai choisi quand même de faire une école d'ingénieur après mon lycée. Donc ça, c'était l'ICAM à Nantes. Donc l'ICAM, d'ailleurs, la même école que Corentin et puis que Guilain. Et donc après cette école d'ingénieur, je suis allé travailler pendant 3 ans dans un bureau d'architecture navale qui fait d'ailleurs des plans de bateaux de course. Donc c'était une expérience vraiment intéressante et qui allait vraiment dans le sens de ma passion aussi. Mais bon, j'avais quand même au bout de 3 ans une frustration qui commençait à s'accumuler. C'était le fait d'être tout le temps derrière un ordinateur et très peu sur l'eau, finalement, j'avais vraiment une énergie que j'avais envie de libérer dans un projet. Et c'était quoi justement le déclic? Et le déclic, ça a été la situation dans mon travail en fait, qui a fait qu'à un moment j'en ai eu marre et que j'ai vraiment eu envie de me lancer dans un projet mini. Donc c'était en 2011, une première mini transat sur un bateau de série. Et donc un projet très rapide, je me suis décidé en décembre et puis moins d'1 an après, en fait, j'étais parti sur la transat. D'accord. Ouais, moi j'aimerais bien que tu nous parles quand même, donc tu participes à cette mini transat avec un bateau de série. Et qu'est-ce que ça se passe comment? Donc, oui, pour revenir à 2011, donc, ça se passe très rapidement parce que je décide en décembre de lâcher mon boulot. J'achète un bateau de série au mois de janvier, je prépare la transat en participant à des cours et je cours la mini transat et j'arrive en tête au Brésil. Donc j'ai gagné la mini transat en 2011. Super. Bravo. Et ouais, super. Surtout que moi j'étais un petit peu hésitant. Pour moi c'était un peu un coup d'essai. Je voulais voir si ça me plaisait et puis je voulais voir si
Donc tu aurais pu te contenter de cette fameuse transat sur un bateau de série. Tu t'es dit, je vais quand même corser un peu l'histoire et essayer de concourir sur un bateau, donc en prototype. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, cette année de test, en fait, elle m'a beaucoup plu. J'ai vu que j'arrivais à trouver des soutiens, des scènes un petit peu comme Arthur, des petits sponsors. Donc j'ai choisi de me relancer dans une aventure en prototype. Et voilà, et du coup j'ai passé pas mal de temps à monter le projet, chercher les financements. Et puis un jour j'ai rencontré Guilain qui m'a permis de me lancer sur ce projet sérieusement. Ouais. Oui, effectivement, oui, on n'en a pas parlé. C'est ma faute, Arthur, je n'ai pas dit, mais on l'avait vu dans le film, que tu soutenais l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc c'était cette époque-là également en recherche de sponsors et puis l'association humanitaire pour laquelle tu as concouru. Très bien. Eh bien écoute, c'est parfait. Est-ce que cette envie justement d'être sur les flots, tu l'as toujours eu en toi Ouais, c'est clair. D'ailleurs, quand j'y repense, je crois que les moments où j'ai eu le plus envie d'aller naviguer, c'était quand j'étais sur ma chaise en salle de cours d'école d'ingénieur. Ok, donc il y avait des équations s'écrire au tableau, et je crois que là, voilà, ça a toujours été un équilibre. Souvent, les rêves, on les a en soi et il ne faut pas forcément chercher très loin. Merci beaucoup, Guénolé. Alors, Corentin, donc justement, le lien, je dirais, se fait un peu naturellement parce que tu le disais, Guénolé, vous avez fait les mêmes études. Et donc, Corentin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, du fait que tu sois parti vivre au Bangladesh, vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé finalement. Ouais, moi j'ai donc fait la même école que Guénolé, mais un an au-dessus. Non mais en gros on est au même niveau. Non mais en fait 2 ans ou 3 ans après avoir fini l'école, j'ai reçu un mail d'un ami d'amis qui vit au Bangladesh qui s'appelle Yvmar et qui développait un chantier naval de construction de bateaux de pêche là-bas. Et il cherchait un volontaire pour l'aider, et donc moi je suis parti sans vraiment savoir ce que c'était que la construction navale, ni le Bangladesh d'ailleurs, mais c'est ça qui m'attirait. Ouais, avec un peu au fond de toi une intuition en disant c'est un peu là-bas que j'ai envie de, enfin là-bas ou ailleurs, mais de partir. Non, parce que je connaissais pas, ouais. mais c'est l'intuition de savoir que je voulais partir dans un endroit que je connaissais pas. Ok, alors tu arrives là-bas, et puisque tu es ingénieur de formation, tu constates quelque chose au niveau de la production. En fait, au Bangladesh, ils n'ont plus beaucoup de bois parce qu'ils ont beaucoup déforesté, il y a énormément de monde, énormément de bateaux. Et du coup, ils commencent à faire ce qu'ils ont fait en Inde depuis une dizaine d'années, c'est qu'ils commencent à importer de la fibre de verre pour construire leurs bateaux. C'est ce qu'on fait depuis 40 ans en France. Et c'est comme ça que les séries, par exemple, tu disais, sont faites. Et en partie. Et en fait, ils commencent donc à importer ces matériaux de Chine, fibre de verre et résine. Et en fait, j'ai commencé des tests pour voir s'ils pouvaient utiliser de la fibre de jute à la place de la fibre de verre. Parce qu'en fait, la fibre de jute, c'est ce qui faisait nos sacs à patates jusqu'à il y a quelques années. C'est une plante qui pousse quasiment que dans cette région-là du monde et dont l'industrie est en décroissance en fait. Parce que voilà, il y a de moins en moins de sacs à patates à produire en gros. Et pourtant, c'est une industrie qui fait encore vivre des millions de personnes là-bas. Et ils ont un savoir-faire, etc., qu'ils ont depuis des siècles. Et donc il faut sauvegarder, donc s'ils pouvaient utiliser la fibre de jute à la place de la fibre de verre pour fabriquer leur bateau, ce serait bien d'un point de vue écologique, parce que la fibre de verre ça prend beaucoup d'énergie à produire, alors que le jute ça pousse dans les champs. D'un point de vue économique, parce que ça redynamiserait leur industrie plutôt que d'importer un autre matériau, et d'un point de vue social, parce que ça garderait tous les emplois et puis le savoir-faire qu'ils ont sur la fibre de jute. Donc j'ai commencé. Et donc tu es passé du constat à l'action. Voilà, je suis passé à l'action et j'ai commencé des échantillons, j'ai vu que ça marchait bien, je me suis dit si, il faut continuer la recherche là-dessus parce que c'est intéressant et je vais construire un premier bateau qui va prouver que ça marche. D'accord. Donc ce premier bateau, je l'ai construit en 2009. Ouais, 2009. Donc il est fait à 40% en jute, 60% en verre. Et donc pour prouver que ça marche, j'ai décidé de faire un test grandeur nature, de naviguer depuis le Bangladesh jusqu'à la France avec. Alors, vous avez bien entendu, hein, donc 14 000 km, c'est ça 14 000 km et 6 mois de course.
Alors, il y a quand même quelque chose qui course. Je ne vais pas dire ça à Guédolé, c'est pareil. Mais bon, 6 mois hors de la Terre, ouais. Non, en fait, on aurait très bien pu se dire, enfin tu aurais très bien pu te dire en l'occurrence, bon allez, je vais faire un petit test une semaine. Finalement, tu as voulu tester ce parcours pour un point bien précis, un retour en France réel. Comment ça s'est passé en fait? L'idée c'était qu'il fallait vraiment prouver que c'était résistant et le voyage Bangladesh-France, donc 14 000 km, 6 mois en mer, c'était un vrai test. Un vrai test. Alors comment s'est passé justement cette expérience en termes de surprise sur l'eau, avec les rencontres des personnes que tu as pu rencontrer pour différentes raisons? Il y a eu pas mal de problèmes. Bon, je ne m'y connaissais pas vraiment beaucoup en voile avant de partir, donc ça a créé quelques soucis. Mais je m'étais quand même bien préparé, en tout cas à tous les problèmes qui auraient pu m'arriver. Mais il y en a quand même eu plein. Par exemple, c'est un bateau qui est super bas sur l'eau, donc c'était tout le temps humide, donc j'ai eu des problèmes de peau à cause de ça. Ils font pas de bateau de plaisance comme ça pour le large Bangladesh, donc j'ai pas réussi à le faire immatriculer, donc je suis parti sans papier, donc j'ai eu plein de problèmes administratifs. Est-ce que tu veux parler un peu oui, je suis passé dans une zone, la zone peut-être la plus dangereuse du monde à cause des pirates. Bon, je suis pas le bateau cible prioritaire pour les pirates, mais n'empêche que ça me faisait quand même pas mal peur. Et là, pareil, j'étais pas hyper équipé. Et donc justement, comme tu n'avais ni arbre ni caillou, qu'est-ce que tu as comme stratégie pour... En fait, j'avais emporté En fait, j'avais vu que les pirates, s'ils m'attaquaient, ils allaient venir sur le bateau et on allait aller ensemble en Somalie et ils allaient prendre des réserves de bouffe et d'eau. Et donc j'avais eu l'idée de prendre des somnifères pour les endormir. Et en fait, bon, heureusement, j'avais une pirate. Peut-être que ça aurait marché et là, j'aurais été vraiment fier de vous le raconter, mais c'est pas le cas. Est-ce que tu avais assez de nourriture pour toi finalement? Au final, c'était un peu limite en nourriture, rien que pour moi. D'accord, donc si tu les avais mangés, bien sûr, tu serais endormi et ça aurait été compliqué. Non, mais même en ayant très faim, j'aurais pas mangé les somnifères. Alors, effectivement, je dirais cette aventure est racontée dans un livre qui s'appelle L'aventure de Taratari. Ok, très bien. Bon, écoute, parfait. Donc, Guilain, tu voulais rajouter quelque chose? C'est un super bouquin. Donc, surtout, n'hésitez pas pour votre plaisir, pour découvrir cet univers. Alors, merci donc pour cette partie justement d'explication un petit peu de la réalisation de vos différents bateaux. Donc on va revenir justement maintenant à la course à proprement parler, donc la Mini Transat de 2013. Alors Arthur, on va revenir, voilà, je passe le micro, hop, merci. Donc on va revenir sur cette course. Donc Arthur, au démarrage, comment ça se passe? Tu es serein, heureux de partir, j'imagine? Ouais, c'est vrai, parce qu'on a eu une longue attente avant le départ qui a été décalée à cause de conditions météo assez mauvaises. Et moi, déjà, quand je suis arrivé à Dordogne, près de 3 semaines avant le départ, mon bateau il était prêt. J'avais vraiment beaucoup travaillé dessus avant le départ. Je voulais être le plus serein possible pendant la période d'attente. Je voyais pas mal de monde s'activer sur les autres bateaux et j'étais assez fier de moi. C'est vrai que quand on a pu enfin partir, quand on a enfin eu une vraie date de départ fixée, j'avais hâte d'y aller, même si évidemment j'étais super stressé parce qu'on partait dans du vent fort quand même, et puis parce qu'on partait pour traverser l'Atlantique aussi. Donc moi, Guénolé l'avait déjà fait, moi pas, ça sera encore une vraie première, le jour où je le ferai, et j'avais vraiment hâte, j'étais serein, stressé, mais j'avais vraiment hâte. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer, donc, je crois que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé 6 heures après le départ de la course. Est-ce que tu peux nous expliquer, je dirais, un peu qu'est-ce que tu ressens au moment où tu tombes dans l'eau? Déjà, on peut parler de notre petit départ à Douarnenez. Donc il y avait quand même pas mal de vent, je pense qu'il y avait bien 25 nœuds de vent.
par là, ouais. Il y avait un peu de mer et on a tous les deux, Guénolé et moi, réussi à prendre un bon départ et à tout de suite vraiment creuser les cartes sur nos poursuivants. On s'est un peu fait rattraper après, donc il fallait quand même vraiment être dans le rythme parce que on savait qu'il y avait du mauvais temps à venir pour les jours qui venaient, donc il fallait vraiment être devant et aller vite pour passer devant le plus dur du mauvais temps pour aller en Espagne. Il fallait vraiment tout donner dès le début. Et quand on est arrivé à la pointe de Bretagne, bon, il y avait autant de vent, il y avait une grosse mer avec une houle assez longue, mais de bien 4-5 mètres, par là, hein, ouais. Et donc on était au travers, le bateau est très vite, c'était très humide, ça tapait fort. Et moi, à un moment, le vent a un petit peu faibli, donc je me suis dit je vais renvoyer un petit peu de toile devant, ce que j'ai fait, donc pour ça il faut aller sur la plage avant. Et au moment de revenir, après la manœuvre, dans mon dos, il y a eu une vague franchement plus grosse que les autres, j'imagine, je ne l'ai pas vu, où le bateau a décollé, et assez pour me faire décoller du bateau, et au moment où je suis retombé à côté du bateau. Donc heureusement, j'étais accroché par mon harnais, mais j'étais quand même pendu sous le bateau qui lui continuait sa cavalcade folle, et donc là, il a commencé un peu une lutte, parce que c'est pas une situation d'avenir. Ouais, bon, alors la première solution c'est de se décrocher, mais là on perd le bateau, on perd tout. Enfin, c'est plutôt le bateau qui nous perd et puis on ne trouve pas. Donc moi j'avais la chance d'avoir une télécommande de pilote qui permet de commander le pilote automatique, sauf qu'au moment où je suis tombé dans l'eau, mon gilet de sauvetage gonflable que j'ai autour du cou s'est gonflé et a bloqué la télécommande sous le gilet. Donc pendant je suis incapable de mesurer le temps, mais pendant peut-être 20-25 minutes, j'ai essayé de passer mes bras sous le gilet. Sauf qu'à chaque fois que j'arrivais à mettre le bras sous le gilet, il y a des vagues plus fortes les unes que les autres qui m'enlevaient les bras, qui me fatiguaient. En même temps, je me faisais taper contre la paroi du bateau, donc je perdais un peu espoir. Et finalement, j'ai réussi à attraper la télécommande, à appuyer sur un bouton qui aurait dû normalement mettre le bateau face au vent pour qu'il ralentisse. Et en fait, j'ai dû faire une fausse manip, le bateau a complètement viré de bord. Et je me suis fait aspirer sous le bateau parce qu'il est monté sur moi. Et le bateau s'est retrouvé complètement penché sur moi. J'avais les pieds coincés sous le bateau. J'étais accroché par le harnais qui me tirait vers l'avant. Et j'avais juste la tête qui sortait de l'eau. Et à chaque vague, c'était un coup de poussoir où le bateau me montait dessus. Bon, j'avais pas la tête sous l'eau, mais j'avais quand même quelques vagues et quelques embruns. Et j'avais la chance d'avoir mes deux harnais sur moi, un qui était libre. Et j'ai eu beaucoup de chance, hein, malgré l'issue. Donc je me suis accroché avec mon deuxième harnais pour être sûr de rester accroché au bateau. Et j'ai largué celui qui me tenait vers l'avant. J'ai réussi à me faire glisser vers l'arrière en ayant toujours les jambes coincées sous le bateau qui lui dérivait sur moi. Et d'un moment, j'étais mort de fatigue. L'arrière du bateau était plus très loin, il était à 20, peut-être 50 cm. J'essayais de m'échapper vers l'arrière du bateau, mais j'y arrivais plus. Là, je pense que j'ai eu un long moment plus ou moins long de déprime, à me dire c'est fini, quoi, je sais plus quoi faire. Jusqu'à ce que je réalise qu'à portée de main, j'avais une corde, un taquet qui me permettrait éventuellement de remettre le bateau à plat, donc de libérer mes jambes qui sont coincées en dessous. Et en fait, en larguant cette corde, ce que j'avais pas prévu, c'est que ça fasse tomber le mât. Donc le mât m'est pas tombé dessus, il est tombé à côté de moi avec toutes les voiles qui étaient encore accrochées. Et là, j'ai eu un premier choc, je me suis dit merde, j'ai fait une boulette. J'ai encore cassé mon mât. C'est la deuxième fois. Hein. Mais la seconde qui suivait, j'ai réalisé que ça allait beaucoup mieux, que j'étais libéré du bateau, que je flottais à côté du bateau. Et que c'était plus ou moins, c'était bon, c'était sauvé. Et au moment où je me suis accroché au bateau pour essayer de monter dedans, mais en fait tous les efforts que j'avais fait pendant les 20-30 minutes avant ont fait que j'avais plus aucune force pour me hisser sur le bateau, dans la mer qu'il y avait avec la fatigue que j'avais. Donc j'ai décidé d'ouvrir ce qu'on appelle la trappe de survie à l'arrière du bateau par laquelle on sort le radeau de survie. Je me suis dit, c'était peut-être pas très intelligent sur le moment, mais je me suis dit que j'allais sortir le radeau de survie et rentrer par là.
Alors déjà, sortir l'heure de survie, on est censé pouvoir le faire en 15 secondes. Mais en fait, dans l'état de fatigue où j'étais, ça m'a pris un effort surhumain. Enfin, ça m'a paru comme un effort surhumain. Et au moment où j'ai réussi à le sortir, bah, je ne pouvais pas rentrer par la trappe parce que le gilet qui s'était gonflé, que vous verrez sur des photos après, je crois, et bah, il était plus gros que la trappe. D'accord. Donc bah, voilà, bah, tout est coincé dans l'eau et petit moment de déprime encore. Et, ça a duré combien de temps jusqu'à ce qu'un bateau arrive Ah, c'est pas fini. Parce qu'en fait, bah, une fois que la trappe était ouverte, l'eau s'engouffrait dans le bateau. Mais bon, vraiment, je pense que j'avais vraiment la tête un peu perdue et j'ai pas pensé à refermer la trappe, ce qui fait que le bateau s'est rempli assez rapidement d'eau avec les vagues. Même si la trappe en position naturelle elle est au-dessus de l'eau, avec les vagues, ça s'engouffrait. Et non, le bateau a coulé. Enfin, le bateau s'est enfoncé dans l'eau et je regardais plus trop le bateau à ce moment-là. Je pense que je regardais derrière, j'essayais de voir s'il y avait par hasard, il y avait pas un autre bateau qui arrivait vers moi. Et au moment où il n'y avait personne, au moment où je me suis retourné pour regarder mon bateau, en fait il s'était enfoncé de bien 30-40 cm dans l'eau. Et un des côtés était sous l'eau. Donc j'ai juste eu, plus ou moins juste eu à me faire flotter dessus par ce côté-là pour pouvoir remonter sur le bateau. Et là, alors combien de temps, je ne sais pas, mais ça a duré un peu de temps. Et j'ai allumé mes 2 balises de détresse. D'abord, j'ai essayé de larguer le mât, parce que comme il était cassé, il tapait contre le bateau, et là, j'ai manqué de repasser à l'eau. Et je me suis dit, non, c'est bon, tant pis pour le mât, je reste là, j'allume mes balises et je patiente. Et quelques minutes après, très rapidement après, il y a un bateau qui est arrivé, Tanguy Le Turquet, un autre concurrent, qui était un bateau de série aussi, qui était super bien classé à ce moment-là. Et ben, il m'a vu, moi je l'ai vu arriver d'assez loin parce que je voyais ses voiles entre les vagues, mais lui il ne me voyait pas comme j'étais très bas sur l'eau. Et il m'a vu vraiment au dernier moment, il a halluciné de me voir là, dans cet état-là, il s'est tout de suite arrêté, resté avec moi. Et il a vu que j'étais très bien, j'étais tout bleu, je tremblotais dans tous les sens. Et il a tout de suite appelé par VHF un des bateaux accompagnateurs qui était un bateau de la Marine nationale qui est venu petite heure plus tard me récupérer, qui m'a trouvé grâce à lui. Parce qu'en fait on était vraiment au moment où commençait à faire bien nuit et moi j'avais plus aucun feu sur le bateau, j'avais une frontale sur la tête, mais dans les vagues je pense qu'ils m'auraient pas trouvé et eux m'ont trouvé grâce au feu de navigation du bateau qui était à côté de moi justement. De Tanguy qui s'était arrêté. Bon, ils auraient fini par me retrouver, mais probablement plus tard. Et puis après, j'ai été pris en charge, ils ont mis un Zodiac à l'eau. Apparemment, c'était vraiment la limite de mer dans laquelle ils pouvaient mettre un Zodiac à l'eau, il ne fallait pas que ça soit plus gros. Ils sont venus me chercher et après, j'ai passé quelques jours avec eux, je me suis réchauffé. Et au moment où tu te réveilles le lendemain, tu réalises un petit peu comment ça se passe Alors d'abord j'ai pas dormi la première nuit parce qu'en fait j'ai attrapé froid, enfin j'étais pas en hypothermie mais j'étais vraiment à la limite de l'hypothermie et j'ai eu des spasmes pendant près de 20 heures, j'ai eu des gros tremblements, c'était impossible de m'asseoir quelque part, de boire un verre d'eau, de rien faire en fait. Et c'était dur. En fait, mon plus gros regret, c'était la course à ce moment-là. J'ai eu peur, j'ai eu 3 gros coups de frayeur, je pense, mais la seule chose à laquelle je pensais, c'était ce qui m'attendait à terre et la course. Donc rapidement, ça sert à rien dans la lucidité, ce qui revient non, d'abord, vite, c'est ça. C'est tout de suite revenu et bon, après, c'est devenu vite secondaire quand j'ai réalisé que c'était beaucoup plus grave que ça, mais c'est vrai que j'ai quand même passé 5 jours sur le bateau à regarder les petits copains à continuer à faire la course. D'accord, bien sûr. Et est-ce que tu as gardé contact, j'en sais rien, avec les personnes qui t'ont sauvé, oui? En fait, j'ai gardé un petit contact avec le capitaine du bateau. D'accord. Quelques échanges de mails, une carte de vœux. Bon, très bien. Bon, voilà. Merci Arthur pour cette épisode. Assez impressionnant. Merci beaucoup. Je suis désolé, j'aurais pu faire mieux. Non, mais voilà, je pense que ça fait partie aussi
de votre métier, votre passion. Donc Guénolé, toi, donc, en 2013, dans quel état d'esprit tu abordes la course, la Mini Transat? Est-ce que tu te dis les chiens, je vais faire un truc génial, ça va être super, j'ai envie d'y aller à fond, parce que j'imagine que cette période d'attente, elle a dû vous plomber un peu physiquement, moralement, et puis il a envie de partir. Déjà, ouais, cette saison 2013, il y a eu 4 courses d'avant-saison et ça a super bien marché parce que j'en ai eu 5 courses, j'en ai gagné 4 et ouais, voilà, donc il y a eu 4 victoires sur 5 courses. Donc ouais, c'était inespéré, je savais que j'étais bien parti pour cette saison, mais là c'était quand même vraiment des bons résultats. Donc je partais plutôt étiqueté comme le favori de la Transat. Et donc après, Arthur a raconté un petit peu le début. Déjà, pour partir de Douarnenez, on a eu quasiment 15 jours d'attente. Donc ensuite, il y a eu ce premier départ de Douarnenez. L'étape a été annulée parce qu'il y avait des conditions météo qui étaient trop fortes pour passer l'Espagne, donc le Cap Finistère là, en Espagne. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit à tout le monde de se regrouper en Espagne pour lancer un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il a été lancé le 13 novembre. D'accord. Donc là, ce jour-là, c'est bon, c'est parti. Ouais, alors ça, c'était le vrai départ du coup. Donc moi, je pense que j'ai pas trop mal géré la période d'attente, sauf les 2-3 derniers jours où, contrairement à Arthur, moi j'avais du mal à m'arrêter de bricoler, de préparer le bateau, parce que c'est des bateaux qui sont quand même très compliqués, donc il y a toujours des petites choses à améliorer. Donc ça, j'avais un petit peu de mal à décrocher, et puis j'étais un petit peu anxieux aussi, parce que les conditions météo étaient encore une fois assez difficiles. Donc ce qui était prévu, c'était... on savait que ça allait être dur, voilà. Donc malgré tout, la course est lancée. Voilà, la course est lancée. Donc, le départ, ça part dans des conditions assez faciles au début. Et je prends plutôt un bon départ d'ailleurs. Et ensuite, assez vite, le vent a forci au niveau du Cap Finistère, comme c'était prévu. Et donc là, je passe sans trop d'encombre, avec pas mal d'encombre. En fait, ouais, ça a été un peu l'enchaînement de casse et puis de mauvaises surprises. Parce que dès le premier soir, j'avais déchiré une voile, j'avais de l'électronique aussi qui était cassée. J'avais mon réchaud aussi qui s'est cassé alors qu'il avait tenu toute la saison. Donc j'étais... Mais ce qui n'empêche pas de continuer. Non, ça n'empêchait pas de continuer, mais je savais que j'allais devoir manger que des plats froids pendant toute la transat. Il fallait que je barre beaucoup plus que prévu parce que mon électronique était plus parfaitement, plus indemne. Donc déjà, j'avais un bon petit coup au moral, et puis le deuxième jour, c'était encore du vent qui était très fort, donc on était au portant, mais avec une voilure très réduite. Et en fait, il y avait surtout une mer qui était vraiment éprouvante pour les bateaux. Les vagues étaient très creuses, et puis de temps en temps, ça pouvait être toutes les demi-heures à peu près. Il y avait une vague qui était vraiment plus grosse que les autres, et dans laquelle le bateau avait tendance à planter, et du coup, ça faisait vraiment travailler beaucoup le matériel, et puis c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de casse et beaucoup d'abandon. Et donc ce deuxième soir, à la tombée de la nuit, je me rends compte j'étais en train de dormir, donc de faire une petite sieste de 10 minutes. Et ça a à peu près le temps de durée de récupération. Ouais. Et en fait, j'arrivais à peu près à me détendre et à dormir. C'était pas évident quand même, parce que le bateau sautait un petit peu dans les vagues. Et puis j'ai entendu un petit bruit pendant ma sieste, donc c'était pas très inquiétant comme bruit. Mais donc je me suis réveillé, je suis allé voir, je pensais que c'était à l'extérieur, donc j'ai regardé au pied de mât. Et il n'y avait rien de spécial. Et en rentrant dans le bateau, là, j'ai vu que la quille, en fait, était plus correctement tenue et qu'elle faisait des grands mouvements à l'intérieur du bateau. Alors la quille, je ne sais pas si vous voyez le système, mais c'est en fait sur nos bateaux, la quille bascule, et au bout de la quille, il y a 300 kg de plomb
permettent au bateau de garder sa stabilité. Donc ça veut dire effectivement, donc si on perd la quille, Voilà. Là, je n'avais pas encore perdu la quille, mais disons que la moitié de la fixation était cassée. Donc je savais que ça ne pouvait pas durer longtemps. donc ça tu l'as vu physiquement, tu savais que c'était ça. Ouais, il n'y avait pas de doute possible parce que la quille faisait vraiment des grands mouvements. Et donc je savais que je ne pouvais pas continuer à naviguer. Enfin, en une seconde, j'ai vu ça et je suis passé du mode course au mode il faut juste que je sauve ma peau maintenant. D'accord. Oui, parce que globalement, c'était irréparable en mer. Ouais, c'est sûr. Déjà, c'est sous l'eau parce que c'est au niveau du fond de la coque du bateau. Et puis, c'est des pièces qui sont en acier, donc usinées, et qui sont pas réparables en mer. Donc, et là, le pire arrive. Alors, c'est très différent de la situation d'Arthur parce que moi, j'ai jamais été en hypothermie. C'était un danger qui était un peu plus sournois parce que je savais que qu'il fallait trouver une solution, soit réparer, mais c'était pas possible, soit ramener le bateau à petite vitesse vers le Portugal, c'était pas possible parce que c'était face au vent, donc il fallait éventuellement aller jusqu'à Madère, mais je sentais vraiment pas je trouvais que c'était pas possible de naviguer sans être escorté par un autre bateau. Et justement, là, il n'y a pas moyen à ce moment-là d'appeler l'assistance? Alors, c'est ça qui est vraiment particulier sur la Mini Transat aussi, c'est qu'on n'a pas de moyen de communication avec la Terre. Ah oui, d'accord. On peut parler avec les autres bateaux grâce à la VHF. Donc ça permet déjà d'assurer le minimum de sécurité. Et par contre, là, dans ma situation, justement, je pouvais parler à personne, à part un cargo qui passait à côté. Et sauf que le cargo, c'était un Chinois, donc il parlait vraiment très mal anglais. Et c'est là qu'on regrette de pas réfléchir en première langue. Ouais, ok. Parce qu'on dit, ça sert à rien. J'avais pas pensé à ça, ouais. Motiver vos enfants à faire du chinois. Et donc le cargo, j'ai réussi à lui dire que j'avais un problème, mais on n'a pas réussi à discuter. Donc je lui ai dit quand même d'appeler la direction de course, parce que eux sur les cargos ils ont des téléphones satellites, et donc il a pu prévenir la direction de course, mais sans préciser le problème. Il a juste dit que j'avais un problème de quille. Donc là tout de suite ils ont pensé que j'avais quasiment perdu la quille, qu'il fallait m'évacuer du bateau. Donc ils ont demandé au cargo de venir me chercher et là, moi ça me plaisait pas du tout parce qu'en fait il y avait beaucoup de mer et le cargo il fait 180 mètres de long par rapport à mon bateau qui fait 6 mètres. Donc là il aurait vraiment là ça aurait été vraiment compliqué parce que je voyais déjà le cargo qui bougeait énormément et j'imaginais déjà le contact entre les deux bateaux, ça aurait été il aurait réduit en miettes mon bateau, c'était évident quoi. Donc au fur et à mesure des heures, j'imagine que ça s'amplifie. Ça s'est passé assez vite parce qu'il a fait sa manœuvre pour s'approcher de moi. Là, je me suis dit que c'était pas possible, donc j'ai renvoyé une voile pour m'éloigner. Et je lui ai demandé je lui ai expliqué que c'était pas possible, je trouvais ça trop dangereux. Donc il a prévenu un bateau de pêche qui est arrivé 1h30 plus tard. Et là, pour le coup, c'était beaucoup plus en sécurité. Parce que le bateau de pêche, il a pu s'approcher tout près, il a lancé des bouées de sauvetage. Donc j'ai pu récupérer une bouée, et puis à un moment, il a fallu se décider à sauter à l'eau. Ça, c'était pas évident, parce que déjà, à ce moment-là, tu réalises que tu vas vraiment abandonner le bateau, donc ça, c'était quand même un peu dur. Et en plus, t'es accroché à une bouée et à un bout, et tu sais pas du tout qui est en face. C'est un peu. Et à ta grande surprise, c'était des pêcheurs de thon portugais. Voilà, alors d'espadons. D'espadons. Ouais, et donc. Il y a peut-être un truc à faire avec le bec ou la pointe d'espadon, il y a peut-être avec de la poudre, je sais pas quoi, il y a peut-être un truc expérimenté. Non, donc finalement, on va dire ça se passe bien. Malgré tout, voilà, ça se termine bien. Alors eux, toute la journée, en fait, ils pêchent des espadons qui font 200 kg et ils ont l'habitude de les remonter, donc ils vont remonter en 30 secondes. Donc alors, qui est l'ami de Gadel, si tu veux continuer à cuisiner des espadons, c'est possible, donc si tu veux. Donc le secret du régime, le régime espadon, faut pas être trop lourd, c'est parfait. Exactement. Bon, et donc voilà, effectivement, cette partie-là, et
l'occasion, j'imagine, malgré tout, de faire des rencontres. Ouais, donc, voilà, ça m'a fait un peu bizarre, c'est sûr, mais ils ont été super sympas, vraiment très accueillants. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de découvrir aussi depuis un moment, d'aller voir comment ça se passait chez les pêcheurs en mer. Tu t'imaginais pas que ce serait dans des conditions pareilles? Non, je ne pensais pas que ça allait être aussi vite là, et puis comme ça, non, c'est clair. Mais ouais, c'était vraiment des rencontres intéressantes et c'est des métiers qui sont tellement durs aussi. C'est marrant de voir le contraste entre nous qui sommes sur nos petits bateaux de course et eux qui travaillent 18 heures par jour sur leur bateau dans des conditions vraiment difficiles. Ça remet quand même pas mal les choses à leur place et c'est vrai que ça m'a permis de bien relativiser, de me dire que finalement, oui, c'est sûr que c'est dur, mais c'est quand même qu'une course. À côté, il y a des gens qui travaillent, et eux, ils partent 15 jours en mer, ils viennent à peine 2 jours à terre. Donc ouais, c'est vraiment des vies assez hallucinantes aussi. Ouais. C'est effectivement bien de se rendre compte de ça. Ben, merci Arthur, merci Dédé pour ces je me tourne vers toi pour justement, donc, quand tu apprends que Arthur et Guénolé ont eu ces accidents, comment tu réagis? Qu'est-ce qui vient à l'esprit? Alors moi déjà, j'étais pas en mer, j'étais au chaud. Quand on est arrivé à Arthur, j'étais au bureau l'après-midi et c'est Pierre qui s'occupait de la com d'Arthur qui m'a appelé. Et pour Guénolé, j'étais dans mon lit. Il était 6h du matin et Anor m'a réveillé. Donc après, c'est vrai que sur le coup, c'est un peu boum, hein, voilà, un coup de bambou un petit peu comme on dit, mais on est en même temps très, très content qu'il soit sain et sauf, l'essentiel. Et puis je veux dire que se lançant dans ce projet, ça faisait clairement partie des risques et j'avais complètement intégré dans le projet que ça pouvait arriver. Voilà, donc puis si vous voulez, après on a eu une cellule de communication, l'un et l'autre pour communiquer remarquablement. Voilà, ça a interpellé les gens. Oui, voilà, c'est ça. On voyait bien dans le film que l'émotion n'était pas le même. Voilà, on a eu plein de témoignages très sympas, très bienveillants de clients, de fournisseurs. Il y a eu des jolis mots. Là, Arthur m'a envoyé un petit SMS en disant « Oser, c'est déjà réussir ». Voilà, donc c'est un peu tout ça. En fait, on a ressenti plein de positivité très vite. Et puis, ce qui est important aussi dans ce projet, c'est les rencontres. Il y a le résultat, bien entendu, la compétition, mais aussi les rencontres et l'aventure qui est au moins aussi importante, sinon beaucoup plus. Évidemment, voilà, on est content de vous voir là ce soir. Merci Guélin. Corentin, alors est-ce que tu peux nous parler du bateau que tu as décidé de construire suite à ton retour de Marseille? Tu t'es dit, bon, je ne vais pas rester à Marseille, je vais revenir à Bangladesh pour construire un bateau 100% fibre, parce qu'il faut rappeler que le précédent était à 40% fibre et 60% fibre de verre. C'est ça, Taratari était 40% fibre de jute et 60% fibre de verre. Et en fait, quand je suis arrivé en France, j'ai pu le présenter à des salons nautiques et puis trouver de l'argent, des mécènes, des sponsors et recruter une équipe de chercheurs. Et en fait, je suis reparti au Bangladesh du coup début 2011 et on s'est mis à faire de la recherche pour designer un tissu de jute spécialement pour la construction navale. On a mis en gros 2 ans et après on s'est dit bon maintenant on va tester notre invention, on va voir si on peut fabriquer un bateau uniquement avec de la fibre de jute et de la résine, sans fibre de verre. Et donc on a fabriqué Gold of Bengal. Là Guénolé nous a donné un coup de main pour le fabriquer, pour faire les plans aussi. Il avait déjà participé au plan du premier bateau Taratari. Et comme ça avait super bien marché, je l'ai repris. Vous n'êtes pas encore fouté pour l'instant, c'est bien, c'est bon. C'est le seul qui a accepté de venir. Désolé. Parce que c'était un projet un peu fou, c'est ça qui t'a plu? Ouais, et puis c'est vrai qu'il faut quand même se déplacer jusqu'au Bangladesh, c'est un pays assez extrême aussi. Donc moi j'aime bien, mais c'est vrai que... Quand il est venu, on vivait dans une usine désaffectée, par exemple. Bon, nous ne dirons pas tout. Mais bref, on fait ce bateau-là qu'on a mis à l'eau il y a 1 an. C'est un bateau de type traditionnel du Bangladesh qui fait 6,50 m de long, donc même taille que les leurs. Et puis on l'a mis, il s'appelle Gold of Bengal, du nom du projet. On a depuis monté une association, au début c'était avec l'association Whatever, et depuis on a monté une association qui s'appelle Gold of Bengal. Et une fois qu'on a mis à l'eau ce bateau, j'ai lancé une nouvelle expédition.
avec deux objectifs. Premier objectif, tester le bateau avant de diffuser cette technologie aux industriels du Bangladesh avant que ce soit utilisé pour faire d'autres bateaux pour des pêcheurs, etc. Il fallait tester ce bateau. Et le deuxième objectif, c'est que j'en ai profité de cette expédition pour lancer un nouveau projet de recherche dans l'association, de la recherche sur l'autonomie. La question, c'est de savoir si avec des systèmes simples, des systèmes D, en gros, de la récup, des systèmes qui sont accessibles à tous, on peut être autonome en eau, en énergie et en nourriture. Et alors j'ai équipé le bateau pour partir 6 mois dans le golfe du Bengale, à travers les îles désertes, donc Birmanie, Indonésie, Inde, Malaisie et Indonésie, j'ai dit peut-être, enfin bref, toutes ces îles-là. Et j'ai équipé le bateau avec un poulailler à l'arrière, une serre à l'avant pour faire pousser des patates, un désalinisateur manuel, c'est une espèce de pompe, vous pompez une heure, ça fait 4 litres d'eau douce à partir de mer. Un réchaud à économie de bois, c'est une espèce de bidon en métal dans lequel vous soulevez un coude de gouttière, et ça fait avec un tout petit morceau de bois, vous pouvez faire bouillir un litre d'eau. Un four solaire et tout un tas de matériel à tester pour voir si avec ces systèmes simples on peut être autonome. Et donc je suis parti en mars dernier, direction le large, les îles désertes, et au fur et à mesure j'ai essayé tous ces systèmes. Donc au début j'avais un petit réchaud à kérosène, et puis une première île où je me suis arrêté c'était en Birmanie, sur une petite île au large de la Birmanie qui était censée être déserte, et en fait c'est entre les îles indiennes et la Birmanie, et donc il y a pas mal de trafic, enfin c'était un peu louche. Est-ce que tu as ressorti les calmants pour les pseudo-pirates? Ouais, j'étais pas La viande de poule, ça doit être... Non mais j'avais un lance-pierre cette fois. Et donc je suis parti assez vite, mais dans les îles, après j'ai commencé à ramasser du bois sur les plages pour... après j'ai cuisiné que au bois. Et donc je ramassais du bois sur les plages et je faisais mon feu pour la cuisine. Au début c'était l'horreur, ça avait plein de fumée, et j'arrivais pas à faire cuire mon riz. Puis au fur et à mesure je me suis habitué. Après j'ai appris à... Sauf que j'ai embarqué des termites avec le bois et que ça me bouffait tout le mât. Et ensuite je me suis mis à pêcher, donc je pêchais, je pouvais manger grâce au bois. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai commencé à cuire au four solaire. Ensuite, je me suis mis à dessaler mon eau de mer parce que je suis parti avec une réserve d'eau douce, mais vite fait, je suis arrivé au bout. Donc, je me suis mis à pomper 1h30 par jour, 2,5 litres pour les poules et moi, et 2,5 litres pour... Alors, tu sais, Corentin, on pourrait t'écouter des heures comme ça, mais je te propose quelque chose. Non, c'est très bien, mais je te propose quelque chose, c'est que parce que pour vous visualisiez bien, il y a une vidéo qui a été réalisée.
sur les 6 mois, ça dure un peu plus de 6 mois, pendant 1 mois et demi, il y a des amis qui m'ont rejoint sur une des îles désertes et on a fait un espèce de laboratoire de recherche éphémère sur l'île. Et qui, eux, sont de formation... Alors, chacun avait sa spécialité. Il y en a un qui était plus ingénieur agronome, il y en a un qui était architecte, une autre navigatrice. Enfin, tout le monde avait un peu sa spécialité et tout le monde était occupé à faire ses expériences sur l'autonomie. Ok, bon, très bien. En tout cas, bravo, parce que c'est absolument extraordinaire. Alors, Guilain, est-ce que, donc voilà, fort de toutes ces expériences, on peut parler un petit peu, faire un petit bilan, justement, un bilan de cette année 2013, de ces défis 2013? Oui, tout à fait, oui. Écoutez, pour moi, l'objectif est atteint. Je pense que ces défis, toutes ces aventures qui nous ont été racontées, et d'ailleurs merci à vous pour ces beaux témoignages, ça a fait bouger les lignes chez nous. Notre société, comme beaucoup d'entreprises, a besoin d'évoluer, elle a besoin de se réinventer en permanence, elle a besoin d'innover. Voilà, il fallait qu'on bouge, il fallait qu'on s'adapte à l'économie qui change. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un catalyseur et je pense que ces aventures par leur force, par leur intensité, on fait parler de nous d'abord chez nos clients, on fait parler aussi beaucoup en interne. Ça a animé pas mal de débats. Et voilà. Je pense qu'on a aussi beaucoup appris à communiquer. On ne communiquait pas du tout. En société de transport, ça communique assez peu en général. Et on a appris à communiquer grâce au travail de Laure et autres qui ont été présentes tout le temps, même dans les moments pas évidents quand les départs étaient différés, avec beaucoup de détermination, avec une communication fraîche qui a beaucoup plu. On a beaucoup de gens qui ont suivi. On a 700 personnes qui ont suivi, dont en gros 300 clients qui représentent en gros 80% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est quand même considérable en matière d'image. Il y a un retour sur investissement qui est très important. Et puis ça a créé une vraie énergie dans la société. J'ai des projets qui me tiennent à cœur, qui est d'avoir à terme, mettre en place un projet de vision partagée, d'utiliser l'intelligence collective pour avancer, pour innover. Et j'avoue qu'un projet comme ça, c'est un véritable starter. Ça change, ça fait changer les choses. Donc justement, on parle des bilans de cette mini transat extraordinaire en expérience, en rencontre humaine évidemment. Et pour 2014, quelles sont les envies? Alors, je pense qu'il y a eu j'en ai pas parlé, mais il y a eu des belles rencontres aussi. Les skippers qui Corentin ce soir ont été disponibles et donc les personnels et un certain nombre de clients ont pu les rencontrer. Alors pour 2014, écoutez, les défis, ça continue. Je pense qu'il y aura des défis internes, des défis externes. On a quelques idées. On doit faire ça avec les équipes. Et c'est des choses dans les semaines qui viennent qu'on va mettre au point et on va continuer. Toujours un peu dans le même esprit. Merci. Alors Arthur. Alors donc Arthur, pour reparler justement de la course, quelles sont tes perspectives pour les mois à venir, les années à venir, pour l'année à venir? Alors les perspectives pour l'instant elles sont liées aux assurances qui assurent mon bateau parce que moi financièrement, mon destin est lié aux finances de mon bateau pour l'instant parce que j'ai investi beaucoup de choses personnelles et financières dedans. Et pour l'instant, j'ai pas de réponse de l'assurance. Le bateau est toujours en train d'être en expertise, donc je suis un peu dans l'expectative. Il y a eu une course que Lino a faite il y a quelques temps qui s'appelle les Sables des Açores cet été en mini justement, à laquelle j'aimerais bien participer. Et pour l'instant, je ne sais pas si j'aurai le temps de réparer mon bateau à temps, si j'aurai les finances pour le réparer. Voilà. Donc pour l'instant, ça c'est un projet que j'aimerais. Et puis en parallèle, probablement développer d'autres choses, mais que je n'ai pas encore défini. Donc voilà, par contre, c'est toujours l'idée d'aller de l'avant, quel que soit le... la porte de sortie, elle est vers le haut. C'est clair. Bravo, merci Arthur, on peut l'appeler. Alors, donc, il y a une même question pour toi. Donc, comment se présente 2014? Alors déjà, le bilan de 2013, moi je suis
c'est à peu près le même que Guilain. Enfin, moi, je suis très content de 2013. Je suis très content d'avoir pu rencontrer toute l'équipe de Delcroix-Louez aussi. Et c'est vraiment, moi, c'était un coup de pouce génial d'avoir votre soutien. Donc, un grand merci à vous tous. Et puis ouais, cette année, j'en ai retiré plein de choses. Donc, dans les bons moments comme dans les échecs, il y a eu beaucoup de choses positives que je retiens. Et ça m'a aussi permis de passer donc, à une autre étape pour l'année prochaine. Une autre catégorie de bateau. Une autre catégorie de bateau. Donc j'ai la chance et puis voilà, grâce à ce parcours, je pense aussi j'ai réussi à trouver des sponsors qui me permettent de passer sur le circuit Figaro. Et donc de passer sur un circuit qui est plus professionnel et qui, voilà, ça va me permettre vraiment de me confronter au plus haut niveau qui existe en course au large. Donc c'est vraiment un super projet qui commence pour 2 années. Et ça veut dire, en 2 mots, je dirais que si tu gagnes quelques courses, je parle en néophyte complètement, si tu gagnes quelques courses dans cet univers-là, tu peux après partir sur des courses de renommée mondiale, internationale, interplanétaire, on va dire. Oui, alors le circuit Figaro, c'est vrai que c'est considéré comme un point de passage un petit peu obligé pour les navigateurs qui veulent faire une carrière dans la voile. Et donc ouais, moi c'est quelque chose qui me fait aussi rêver depuis longtemps et voilà. Enfin, c'est super de partir sur un projet professionnel qui me permet vraiment de vivre de ma passion. Donc ça, c'est une belle période qui commence. Et puis on verra où ça va me mener. Merci. Après, c'est pas organisé, c'est pas en fonction des résultats. Après, c'est chacun qui a ses envies en fait dans le milieu de la voile. Et l'un des meilleurs en fait retourne assez régulièrement sur le circuit Figaro, donc je vais pouvoir me confronter vraiment à des gens assez balèzes. D'accord, écoute, fabuleux, bravo Guédolé, on peut l'applaudir pour ça. Merci. Je vous souhaite évidemment plein de super bonnes choses pour les années à venir, et je peux vous dire qu'en termes d'énergie, vous dégagez un truc impressionnant, les gars. Et Corentin, donc est-ce que tu peux nous parler du projet à venir, un des nombreux que tu as en tête? Oui, en fait, suite à l'expédition dans le golfe du Bengale, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'étais parti avec 10 questions sur l'autonomie et je suis revenu avec 1000 questions. Maintenant, j'ai envie de savoir si on peut faire de l'électricité avec un pédalier de vélo, si on peut recycler les bouteilles d'eau qu'on trouve sur la plage pour en faire d'autres objets, si on peut élever des insectes pour les manger quand on a des carences en protéines, si on peut faire pousser des plantes dans des zones arides, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes ces questions sur l'autonomie, auxquelles on peut répondre avec des systèmes simples, qu'on appelle des low-tech, toutes ces questions-là, elles pouvaient intéresser des millions de personnes autour du monde, dans des zones justement isolées, des zones arides, sur tous ces problèmes. Donc low-tech en opposition à high-tech. Alors voilà, justement, on comprend bien. Je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que les recherches, actuellement, elles ne portaient pas là-dessus. Les grands centres de recherche, les chercheurs, ils font des recherches plutôt sur les high-tech. C'est-à-dire en premier c'est l'automobile, ensuite c'est l'informatique et ensuite c'est les communications. Et que par contre, sur les low-tech, donc les systèmes qui répondent à des besoins de base, avec des systèmes simples, ces recherches-là, elles n'étaient pas faites par les entreprises ou par les États, elles étaient faites au final dans les garages par des gens qui chez eux le dimanche, ou j'en sais rien, deviennent chercheurs. Au final, ils vont inventer le réchaud à bois qui va peut-être pouvoir être utilisé dans certainement des personnes parmi nous qui ont certainement des Je suis sûr qu'il y a des idées comme ça. Tout ici. Et bref, je me suis rendu compte que si on arrivait à fédérer un peu ces chercheurs de garage et qu'on arrivait à la connecter à des gens qui ont ces problématiques d'autonomie en eau, en énergie, en alimentation, on pourrait faire des trucs géniaux. Des trucs géniaux. C'est tellement génial, c'est génial. On pourrait vraiment faire des trucs géniaux et donc ça va être un projet en plus pour 2014, c'est-à-dire que d'un côté on va s'occuper de transférer la technologie du jus qui puisse commencer à utiliser ça au Bangladesh et d'un autre côté on va monter une nouvelle expédition qui est de plus grande envergure où cette fois on va aller plus loin dans cette histoire d'expérimentation sur l'autonomie. On va se baser sur tout un réseau de bricoleurs du dimanche en France ou dans d'autres pays et on va expérimenter, faire la promotion de ces systèmes-là pour qu'ils se diffusent le plus largement possible parce qu'ils méritent d'être diffusés. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler aussi des nomades de la mer?
Et alors, c'est ce projet-là, cette expédition qu'on va monter, s'appelle le Nomade des mers. Le Nomade des mers, c'est le Nomade des mers, d'accord, très bien. Et en fait, tout ce projet-là va être suivi par un documentaire télévisé qui va permettre de voir le bateau au fur et à mesure des expérimentations, avec les bricoleurs qui auront inventé des systèmes qui viendront sur le bateau pour les essayer. Le bateau va devenir de plus en plus autonome et on va suivre ça avec un documentaire télé, avec un site internet qui mettra toutes les données en open source, ouverte, pour que n'importe qui puisse répliquer ses low-tech. Et voilà, là c'est le plan pour l'année et les années qui viennent, puisque c'est un gros projet. Bon, super. Donc ne vous séparez pas tout de suite de votre télé, comme ça vous allez bientôt pouvoir voir Corentin et ces magnifiques idées. Merci beaucoup. Alors, Guylain, je peux dire très très bien. Donc, voilà un moment très très riche qu'on a partagé ensemble. Guylain, qu'est-ce que tu veux nous dire pour renvoyer commencer la soirée et puis justement permettre à tout le monde de rencontrer nos amis? Mais je les trouve fabuleux, ces jeunes. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui ont 12 000 idées à la seconde, ils sont très libres. Et bon, il faut savoir les motiver, c'est sûr, mais une fois qu'ils ont ça, ils nous font des choses fabuleuses. Je suis extrêmement impressionné par ces personnes qui vivent leurs rêves, qui ne marchent pas à côté de leur vie, qui vivent complètement leurs rêves, quel qu'en soit le prix. Et puis voilà, je vous remercie aussi d'être venus si nombreux ce soir. C'est que vous avez témoigné de l'intérêt pour notre projet, et ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous propose de continuer à échanger autour du buffet qui est derrière vous, et d'échanger autour d'un verre. Voilà. Et si je peux peut-être aussi la possibilité, si vous souhaitez repartir avec un beau souvenir, une affiche qui est éditée, donc voilà, reprenant, je dirais, toute l'aventure, et que vous pourrez bien sûr, pourquoi pas vous faire dédicacer par les jeunes stars. Exactement, voilà, les stars qui montent. Merci beaucoup. Merci. Votre attention, bonne soirée. Merci Arthur.